On parlait déjà d'immobilier avec Anaïs, mais on va continuer avec vous, Nicolas. On va parler de la protection de l'acheteur. Comment est-il protégé d'ailleurs? Alors, l'acheteur, il est protégé à travers, par exemple, l'application de l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui vise en fait à le protéger contre ce qu'on appelle un achat d'impulsion, en lui permettant de se rétracter d'un avant-contrat qu'il a déjà signé, ou encore en lui offrant un délai de réflexion sur la base d'un projet d'acte. Il y a également l'article L271-4, toujours du même code, du Code de la construction et de l'habitation, qui lui a pour objet d'informer l'acheteur sur l'état du bien qu'il achète, essentiellement autour de considérations d'ordre sanitaire, environnemental. Et comment ça se fait, cette information? Alors cette information, ça se fait via la production par le vendeur du fameux dossier diagnostic lui-même, un gros dossier qui est en fait lui-même une addition d'une pluralité de diagnostics. On va entendre parler du constat des risques d'exposition au plomb, de data relatifs à la présence de termites, enfin toute une série de documents qui ont pour seul but d'informer l'acheteur sur l'état du bien qu'il achète. Donc en tout cas, l'acheteur, là, l'immobilier, il est protégé dans les deux cas. Là, il est protégé effectivement dans les deux cas. Et il faut bien voir que ces textes trouvent leur place dans un titre 7 du Code de la construction et de l'habitation qui est intitulé « Protection de l'acquéreur immobilier ». De sorte que quand on fait le lien avec les opérations de partage, on se dit il n'y a pas vraiment lieu de se poser la question à propos de ces protections. C'est pas tout à fait si simple que ça, parce que depuis la promulgation de ces textes, la doctrine s'est interrogée sur le champ d'application de ceci, et notamment sur la question du point de savoir s'il n'y avait pas d'autres actes qui devaient ouvrir cette protection, que ce soit par exemple l'échange, éventuellement les dations en paiement, et pourquoi pas les partages. Et précisément d'ailleurs en matière de partage, il y a une autre question qui revient souvent en pratique, qui tourne autour du point de savoir si ces différents diagnostics vont s'appliquer en matière de cession de droits indivis. Et là, la réponse, elle n'est pas très simple. On va prendre deux hypothèses peut-être, si vous voulez bien, la vente d'abord. Oui, d'accord. Oui, effectivement, parce qu'en matière de cession de droits indivis, il y a une foultitude de situations. Donc, on peut évoquer effectivement deux situations. Une très simple en matière de vente. Imaginons qu'on a un frère et une sœur qui sont en indivision sur un appartement. Le frère, pour X raisons, souhaite céder ses droits indivis à une tierce personne. Alors, si on se penche un petit peu du côté des règles de protection, la première question, c'est de se dire qu'en est-il de la loi SRU? Bien du côté du tiers acheteur, pour lui, c'est un acte d'acquisition, c'est une vente. Il est tiers à indivision, donc pour lui, c'est de la vente. Donc, il va bénéficier d'un délai de rétractation. Alors, c'est vrai que certains auteurs ont mis quelques réserves en disant qu'après tout, cet acheteur n'achetait que des droits indivis, pas le bien immeuble lui-même. Ceci étant, nous, on a tendance à penser que cette protection a vocation à fonctionner. Le raisonnement est le même pour tout ce qui est en fait diagnostic, enfin plus exactement le dossier diagnostic technique. C'est-à-dire que l'acheteur ici, le tiers acheteur de droits indivis, doit être au courant sur l'état du bien et donc lui doit être à même effectivement d'être informé via le dossier de diagnostic technique. Donc là, on est dans le cas d'une vente. Oui. Prenons l'hypothèse du partage, donc toujours avec le frère et la sœur. D'accord. Alors, dans cette hypothèse, si on imagine que la sœur souhaite céder son droit à son frère ou réciproquement le frère à sa sœur, là, on va se retrouver véritablement dans une opération de partage avec un caractère déclaratif. Maintenant, si on reprend ces deux textes, c'est pas forcément très simple. Au regard de la loi SRU, quand on reprend vraiment le texte relatif à la loi SRU, l'article 271-1 commence par nous parler d'acquisition. Alors le terme, il est très vague finalement. Mais quand on descend un petit peu plus loin dans les lignes de l'article 271-1, on note qu'il est sans cesse fait référence à la vente. Et d'autre part, dans l'esprit du législateur, le but, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était de protéger un acheteur contre un achat d'impulsion. Donc là, la loi SRU, non. Donc voilà, donc en la matière, on va écarter la loi SRU. Et le DDT ? Alors, pour le DDT, lui, si on reprend le texte, théoriquement, les choses seraient encore plus simples parce que le DDT a été conçu comme ayant vocation à être fourni à l'occasion d'une promesse de vente ou à défaut d'une telle promesse
de l'acte de vente. Donc là, a priori, les choses sont claires. Donc ça voudrait dire finalement que l'ETT ne va pas s'appliquer dans cette situation. Donc on pourrait se dire que les diagnostics ne sont pas nécessaires. Oui, ceci étant, en fait, on a eu une circulaire qui est tombée en mai 2005 qui est venue nous dire finalement que l'état des risques prévu à l'article L125-25 du Code de l'environnement avait vocation à s'appliquer non seulement à la vente, mais à des actes assimilés, comme justement les partages successoraux. Mais ça a été critiqué quand même, cette circulaire. Ça a été critiqué en doctrine. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont remis en cause cette lecture du texte. Ceci étant, nous, on a tendance à penser que cette protection a vocation à jouer. Oui. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Anaïs.